Je me souviens parfaitement du jour où mon père m'a tendu le premier livre de contes, sa reliure en cuir craquelé par les années d'usage, en me disant de le faire nôtre. Pendant 30 ans, j'ai investi chaque once d'ambition dans ce petit bureau niché derrière son atelier de fabrication à Lyon, apprenant la comptabilité la nuit et négociant des contrats le jour. Chaque promotion semblait moins une reconnaissance qu'un remboursement pour les week-ends perdus et les anniversaires passés à équilibrer des chiffres plutôt qu'à célébrer avec ma famille. L'entreprise de textile Dumont est passée d'une poignée de clients locaux à une entreprise de plusieurs millions d'euros, une que je pensais avoir bâtie avec eux. Le vieux quartier de la Croix-Rousse, avec ses pentes et ses traboules, abritait notre siège social. J'y ai passé plus de temps qu'à mon appartement sur les quais de Saône. Les matins d'hiver, j'arrivais avant l'aube, observant la ville s'éveiller depuis ma fenêtre en buée. Je connaissais le nom de chaque livreur, de chaque agent d'entretien, des familles de nos premiers ouvriers. Monsieur Lefebvre, notre comptable à la retraite, m'avait pris sous son aile, partageant non seulement son expertise mais aussi ses histoires du Lyon d'après-guerre. Tu as l'étoffe d'un bâtisseur, me répétait-il, pas d'un simple héritier. Ma 30e année dans l'entreprise, notre marque était devenue un nom familier. Nos soirées habillaient les vitrines des galeries Lafayette et du Printemps. J'ai regardé notre évaluation grimper régulièrement jusqu'à ce que le chiffre 50 millions d'euros paraisse presque irréel, comme un monument construit sur chaque nuit sans sommeil et chaque sacrifice que j'avais jamais fait. Je me souviens encore du goût amer du café de la machine à expresso que j'avais installé dans mon bureau, seul luxe que je m'étais permis au fil des ans. Les dimanches matins au marché de la place Bellecour devenaient plus rares. Ma mère me regardait avec un mélange de fierté et d'inquiétude quand je déclinais encore une invitation pour le déjeuner familial hebdomadaire. L'entreprise ne s'effondrera pas sans toi pendant 3 heures, Michel, disait-elle en ajustant mon écharpe mal nouée. Mais elle ne comprenait pas. Chaque minute loin des livres de comptes était une minute où quelque chose pouvait m'échapper. Pourtant, ma fierté était toujours tempérée par la douleur persistante de ne jamais tout à fait appartenir. Ma sœur Élise glissait à travers les réunions du conseil d'administration par son seul charisme, mon père louait sa vision. Elle avait étudié à HEC Paris, revenait avec des idées de marketing innovantes et des contacts dans tout le pays. Pendant ce temps, je restais dans l'ombre, l'architecte de chaque succès mais jamais son visage. Je me rappelle particulièrement ce jour d'automne où nous avons signé notre premier contrat avec une maison de haute couture parisienne. La salle de conférence débordait de champagne et d'applaudissements. Mon père, Henri Dumont, a levé son verre vers Élise, à ma fille visionnaire, qui nous a ouvert les portes de Paris. Les regards admiratifs se sont tournés vers elle, rayonnante dans son tailleur Chanel. Personne n'a mentionné les nuits que j'avais passées à retravailler nos marges pour rendre l'offre viable, ni les garanties personnelles que j'avais signées pour sécuriser le financement. Même alors que les profits montaient en flèche, mon cœur se serrait à chaque regard de travers, chaque remarque passagère sur mon manque de charisme ou trop de prudence. Les mots de mon père résonnaient lors des réunions stratégiques, Michel est notre homme des chiffres. Il manque peut-être d'audace, mais au moins il est fiable. Fiable. Comme une vieille Citroën qui démarre par tous les temps mais qu'on n'exhiberait jamais à un salon automobile. Élise commandait des cafés au bistrot du coin pour toute l'équipe et connaissait les prénoms des enfants de chaque employé. Je connaissais leur numéro de sécurité sociale et m'assurais que leur retraite était correctement provisionnée. C'était ma façon de prendre soin d'eux, mais cela ne se voyait pas, ne se célébrait pas. Je croyais que la loyauté signifiait le silence jusqu'à la nuit où tout a changé. Cette nuit-là, en rentrant tard du bureau, j'ai trouvé sur mon bureau une lettre de la banque. Une demande de changement de signataire sur nos comptes principaux, initiée par mon père et Élise. Mon nom devait être retiré, pour simplifier les procédures. C'était le premier indice que mon rôle diminuait non par négligence, mais par design. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 décennies, j'ai ouvert le coffre-fort derrière le tableau de Matisse dans mon bureau, celui dont mon père ignorait l'existence. J'y avais soigneusement conservé chaque document important, chaque amendement à nos statuts, chaque procuration signée dans des moments de confiance. J'ai étalé ces papiers sur mon bureau usé et j'ai commencé à planifier, non pas ma sortie, mais ma survie. La salle à manger était baignée de la lumière dorée des appliques murales, les rires résonnant contre les murs en boiseries anciennes.
Le 65e anniversaire de mon père aurait dû être une célébration de l'héritage Dumont, mais la tension était plus épaisse que l'arôme du bœuf bourguignon préparé par Madeleine, notre cuisinière depuis 20 ans. Le restaurant gastronomique Le Grand Véfour, niché sous les arcades du Palais Royal à Paris, respirait l'histoire et le prestige. Mon père l'avait choisi délibérément, comme pour souligner son statut d'industriel lyonnais ayant conquis la capitale. Les serveurs en gilet noir se déplaçaient avec une grâce presque chorégraphiée entre les tables où se côtoyaient politiciens, artistes et industriels. J'avais réservé la table d'angle, celle qu'avait occupée Victor Hugo, un détail qui avait fait briller les yeux de mon père. Élise est arrivée en retard, comme toujours, dans un nuage de parfums Guerlain et d'excuses charmantes. Le conseil d'administration de la Fondation Cartier-Martenu a-t-elle expliqué en embrassant notre père, ignorant délibérément ma présence. Son regard a glissé sur moi comme sur un meuble familier qu'on ne remarque plus. Le sommelier nous a présenté un château Margaux 1989, millésime de la création de notre ligne de soieries premium. J'avais personnellement sélectionné cette bouteille, connaissant l'affection de mon père pour les Bordeaux structurés. Une belle attention, Michel, avait-il murmuré, le premier compliment de la soirée. Entre la terrine de foie gras et les Saint-Jacques, nous avons échangé des banalités soigneusement calibrées. Mon père a évoqué ses projets de vacances sur la Côte d'Azur, Élise a parlé de son récent voyage à Milan pour la semaine de la mode. J'ai écouté, intervenant occasionnellement avec un chiffre précis ou une correction discrète quand leur souvenir déformait la réalité commerciale. En fait, notre expansion italienne n'a pas dépassé les prévisions, elle les a seulement atteintes, ai-je précisé après une exagération d'Élise. Elle m'a lancé un regard glacial par-dessus son verre de vin. C'est au moment du plat principal que j'ai senti le changement dans l'atmosphère. Le maître d'hôtel venait de nous servir un carré d'agneau parfaitement rosé quand mon père a posé sa fourchette et m'a regardé directement. Et Michel, nous devons parler de ton avenir dans l'entreprise. La phrase est tombée comme une guillotine. J'ai continué à couper méthodiquement mon agneau, masquant le tremblement soudain de mes mains. Et bien sûr, père. J'ai justement quelques idées pour notre stratégie fiscale de l'année prochaine. Il a échangé un regard avec Élise. Ce n'est pas exactement ce que nous avions à l'esprit. Élise m'a corné dès que les bougies du gâteau d'anniversaire ont vacillé, sa voix basse et vicieuse. « Tu es inutile » a-t-elle craché, les dents serrées autour de l'insulte. « Il est temps que tu disparaisses de l'entreprise. » J'ai regardé autour de nous. Les tables voisines continuaient leur conversation animée, inconscientes du drame qui se jouait à quelques mètres. Paris continuait de vivre, indifférente à mon monde qui s'écroulait. Je suis restée parfaitement immobile, la chaleur de la flamme des bougies reflétée dans ses yeux furieux. Mon père, mon mentor, mon juge m'observait sans prononcer un seul mot. Son silence était comme un verdict prononcé par quelqu'un qui savait exactement à quelle profondeur le couteau pouvait couper. Nous avons besoin d'un directeur financier plus moderne, a poursuivi Élise. Et quelqu'un qui comprend les marchés internationaux, qui parle couramment l'anglais et le mandarin. Je prends des cours de chinois depuis 6 mois, ai-je répondu calmement. Et notre expansion asiatique est mon projet. Mon père a finalement pris la parole. Michel, soyons honnêtes. Tu as toujours été un excellent comptable, mais l'entreprise a besoin d'un visionnaire maintenant. Nous t'avons trouvé un poste respectable chez Michelin, à Clermont-Ferrand. Moins de pression, plus près de la retraite. Clermont-Ferrand. À des années-lumière de Lyon, de nos ateliers, de la vie que j'avais construite. Un exil déguisé en promotion. Et qui me remplacera, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Antoine Valois, a répondu Élise avec un sourire satisfait. De chez LVMH. Il a transformé leur département financier. Et il est dynamique. Antoine Valois. Le mari de sa meilleure amie d'HC. L'homme avec qui je l'avais surprise dans son bureau un vendredi soir, penché sur des documents qui n'avaient rien à voir avec les tissus. J'ai avalé difficilement, hochant une fois la tête, et je me suis levée comme si je m'attendais à rien de moins. Les serveurs s'approchaient avec le gâteau, une pièce montée traditionnelle décorée de macarons artisanaux. « Joyeux anniversaire, père » ai-je dit doucement. « Vous recevrez ma réponse demain. » Le reste de la soirée est devenu flou, félicitations polies, sourires crispés,
et le battement dans mes oreilles en sortant dans l'air frais de la nuit parisienne. Il n'y a eu ni combat, ni supplication. Juste une acceptation tranquille que tout ce que j'avais construit n'était plus désiré. En sortant, j'ai croisé Jean-Pierre, le maître d'hôtel qui nous avait servi. « Tout va bien, monsieur ?» a-t-il demandé, remarquant sans doute ma pâleur. « La vie est faite de transitions, n'est-ce pas ?» ai-je répondu avec un demi-sourire. Il m'a rendu mon manteau avec un hochement de tête compréhensif. « Mon père disait toujours que les grands changements commencent par de petites décisions, monsieur. » Ces mots m'ont accompagné alors que je traversais le jardin du Palais Royal, ces fontaines murmurantes comme un écho à mes pensées tumultueuses. Des couples se promenaient main dans la main, des touristes prenaient des photos du crépuscule parisien. La ville lumière continuait de briller, indifférente à ma nuit soudain assombrie. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de notre avocat, Maître Benoît, document prêt comme demandé. Rendez-vous demain 9h ? J'ai répondu un simple confirmé. Les pièces commençaient à s'assembler. J'ai quitté le restaurant d'un pas mesuré, les mains étonnamment stables malgré la tempête qui faisait rage en moi. La scène scintillait sous les lumières parisiennes comme un ruban noir et or, indifférente au drame qui venait de se jouer. J'ai choisi de marcher plutôt que d'appeler un taxi, laissant l'air frais de septembre calmer mes pensées. Les quais de la rive droite m'accueillaient avec leur familière odeur de pierre humide et d'eau de fleuve. Les bouquinistes avaient fermé leurs boîtes vertes, mais quelques retardataires flânaient encore. Un accordéoniste jouait « La vie en rose » près du Pont-Neuf, sa mélodie mélancolique m'accompagnant dans ma promenade solitaire. L'ironie ne m'échappait pas, rien n'était rose dans ma vie à cet instant. Je repassais les mots d'Élise en boucle, mais au lieu de colère, je ressentais une étrange clarté, une libération inattendue d'une vie passée à prouver ma valeur. Les paroles tranchantes de ma sœur avaient paradoxalement coupé les chaînes invisibles qui me retenaient. Au bout d'une heure de marche, je suis arrivée à la gare de Lyon. Le tableau des départs affichait un TGV pour Lyon dans 40 minutes. Une impulsion m'a poussée à acheter un billet. Pas pour rentrer chez moi, pas encore, mais pour m'éloigner de Paris et de ses conspirations familiales. En attendant sur le quai, j'ai commandé une chambre au Sofitel de Lyon-Bellecour, un luxe que je m'accordais rarement. Le train filait dans la nuit, traversant des villages endormis et des champs obscurs. Mon reflet dans la vitre me renvoyait l'image d'un homme que je reconnaissais à peine plus déterminé que défait. J'ai sorti mon carnet Moleskine, celui que je gardais toujours dans la poche intérieure de ma veste, et j'ai commencé à noter des idées, des stratégies, des noms. Arrivé à Lyon peu avant minuit, j'ai préféré marcher jusqu'à l'hôtel plutôt que de prendre un taxi. La ville dormait, mais les lumières de la place Bellecour guidaient mes pas comme des sentinelles bienveillantes. Je connaissais chaque recoin de cette ville, chaque pierre du vieux Lyon, chaque secret de ses traboules. C'était ma ville, pas celle d'Élise qui lui préférait l'éclat de Paris. « Bonsoir, monsieur Dumont » m'a salué le réceptionniste du Sofitel. « Nous ne vous attendions pas ce soir. » « Un changement de programme, François » ai-je répondu avec un demi-sourire. « La vie est pleine de surprises. Comme toujours, votre chambre habituelle est disponible. Celle avec vue sur la Saône. » Cette familiarité m'a touchée. Ici, j'étais connu, respecté pour moi-même, pas comme le fils Dumont ou le frère d'Élise. J'ai remercié François et me suis dirigé vers l'ascenseur, mon petit sac de voyage à la main. La chambre était spacieuse, élégante dans sa simplicité. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air nocturne chargé d'humidité fluviale. En dessous, la Saône coulait paisiblement, portant des reflets de réverbères comme des étoiles tombées du ciel. Combien de fois avais-je contemplé cette même vue, préoccupé par des bilans ou des stratégies d'expansion? Ce soir, je voyais simplement la beauté de ma ville. J'ai déplié une carte froissée de mon propre avenir, traçant des itinéraires vers des lieux que j'avais autrefois rêvé d'explorer. La Normandie et ses falaises d'Étretat que je n'avais jamais eu le temps de visiter. La Provence et ses champs de lavande que j'avais toujours reportés à l'année prochaine. Des projets personnels abandonnés au profit de l'entreprise familiale, une collection de montres anciennes à peine commencée, des livres achetés mais jamais lus. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur approbation pour valider mes années de travail. Le silence de cette chambre d'hôtel est devenu mon sanctuaire, un prélude à ce qui allait suivre. Sur mon téléphone, j'ai ouvert l'application de ma banque privée.
Les chiffres qui s'affichaient reflétaient 3 décennies d'économie méticuleuse. J'avais toujours vécu en dessous de mes moyens, investissant plus dans l'entreprise que dans mon confort personnel. Mon appartement sur les quais de Saône était modeste comparé à la villa d'Élise à Collonges au Mont-d'Or ou au château de mon père dans le Beaujolais. J'ai commandé un cognac au service d'étage, un Rémy Martin XO que je savourais rarement. Quand il est arrivé, j'ai porté un toast silencieux à mon avenir incertain mais curieusement prometteur. Avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai dressé une liste mentale, appel à l'avocat, compte financier, et promesses non dites faites dans les coins secrets des salles du conseil. Je savais que je détenais encore des cartes invisibles, des cartes qu'il ne soupçonnerait jamais. Le premier point de ma liste a été rapidement réglé. Un message à Maître Renaud, notre conseiller juridique de longue date, mais surtout mon ami de lycée. Déclenche l'opération Janus demain à 8 heures précises. Sa réponse n'a pas tardé, compris. Tout est prêt depuis des mois. Courage, Michel. L'opération Janus, nommée d'après le dieu romain aux 2 visages, regardant simultanément le passé et l'avenir. Un plan que j'avais élaboré méthodiquement depuis que j'avais surpris cette conversation entre mon père et Élise, il y a presque un an, discutant de mon problème de leadership et de la nécessité d'une transition en douceur. Le deuxième point concernait Christine Dufour, directrice de la production et ma plus fidèle alliée dans l'entreprise. Elle qui, comme moi, travaillait dans l'ombre d'Élise et de mon père, assurant que les ateliers tournaient avec précision. Un simple texto, le plan B est activé. Rendez-vous demain à la mer Brasier à midi. Sa réponse a été tout aussi concise, enfin. J'ai éteint mon téléphone, sachant que mon père ou Élise tenteraient probablement de me joindre une fois leur célébration terminée, pour clarifier ou adoucir leur décision. Je ne voulais pas de leurs explications ou de leurs justifications. Pour la première fois depuis des années, je voulais simplement du silence. Le cognac réchauffait agréablement ma gorge, dissipant la tension qui avait habité mes épaules pendant trop longtemps. Sur la table de chevet, j'ai placé le petit carnet de cuir que mon grand-père m'avait offert lors de ma première journée dans l'entreprise. Pour noter tes idées, pas celles des autres, avait-il dit avec un clin d'œil complice. Ce soir, j'y ai ajouté une nouvelle entrée, simple mais définitive, 15 septembre Renaissance. Dans le calme de cette chambre d'hôtel, bercée par le murmure distant de la Saône, j'ai trouvé un sommeil plus paisible que je n'en avais connu depuis des années. Demain serait le premier jour du reste de ma vie, une vie que j'allais enfin façonner selon mes propres termes. À l'aube, je dégustais un café tiède dans ma chambre d'hôtel, contemplant le réveil de Lyon depuis ma fenêtre. Les premières péniches commençaient leur balai quotidien sur la Saône, tandis que les commerçants de la place Bellecour déployaient leurs étals. Cette ville avait son propre rythme, plus mesuré que Paris, plus authentique aussi. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter mes emails. Une notification du système de sécurité de l'entreprise m'a informé que quelqu'un, Élise, sans doute avait tenté d'accéder à mes dossiers numériques pendant la nuit. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Depuis 6 mois, je n'utilisais plus ce serveur que comme l'heure, y laissant des documents anodins ou obsolètes. À 7h30 précise, mon téléphone a vibré avec un unique message vocal de Maître Benoît. Sa voix calme et professionnelle masquait à peine une excitation inhabituelle. C'est fait, Michel. Les documents ont été enregistrés au greffe du tribunal de commerce à l'ouverture. J'attends votre appel pour la suite des opérations. Je lui ai répondu par un simple texto, rendez-vous à 10h à mon bureau. L'acte 2 commence. Puis j'ai pris une douche longue et chaude, prenant le temps que je m'accordais rarement. Dans le miroir embué, mon reflet semblait différent, plus détendu peut-être, ou simplement plus résolu. En sortant de l'hôtel, j'ai opté pour un détour par les quais plutôt que de rejoindre directement le siège de l'entreprise. Le café Les Deux Rives m'accueillait comme toujours de son odeur de viennoiserie fraîche et de café torréfié sur place. Marcel, le propriétaire, m'a salué avec sa familiarité habituelle. Michel. On ne vous voit plus le matin. Toujours enfermé dans vos chiffres, hein? Il a poussé vers moi un expresso serré et un croissant encore chaud. C'est la maison qui offre aujourd'hui. Vous avez l'air différent. Les choses changent, Marcel, ai-je répondu en savourant la première gorgée amère. Parfois plus rapidement qu'on ne l'imagine. Mon téléphone a sonné à nouveau,
affichant le nom de Christine Dufour. Je l'ai laissé vibrer 2 fois avant de répondre, observant les mouettes qui plongeaient vers la rivière. Et Michel, c'est la panique ici, a-t-elle commencé sans préambule, sa voix normalement posée trahissant une tension inhabituelle. Ton père est arrivé à 6 heures, Élise à peine plus tard. Ils ont convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour 11 heures. Antoine Valois est déjà dans le bureau de ton père. Ils ont dit pourquoi? Officiellement, pour discuter de la restructuration de la direction financière. Officieusement, Jean-Marc de la comptabilité les a entendus parler d'un problème avec les statuts et d'une erreur à corriger immédiatement. Point. Elle a baissé la voix. Ton père a appelé 3 fois sur ta ligne directe. Élise a même demandé ton adresse personnelle à la DRH. J'ai remercié Christine et terminé mon café tranquillement. Ainsi, ils avaient découvert la première partie du plan. Plus tôt que prévu, mais peu importait maintenant. En quittant le café, j'ai laissé un généreux pourboire à Marcel. Pour célébrer les nouveaux départs, ai-je expliqué à son regard interrogateur. Sur le chemin vers les bureaux, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message vocal de mon père. Dans celui-ci, la voix d'Élise tremblait, frénétique et incohérente, suivie par la tentative tendue de mon père pour la rassurer. Il venait de recevoir un appel de mon avocat. J'ai écouté ces mots qui s'embrouillaient. Il a fait quoi? Le soupir de mon père a craqué à travers la ligne, révélant une peur et un choc que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Il s'agitait, rassemblant des documents, appelant les membres du conseil d'administration et cherchant désespérément des réponses. Henri, c'est impossible, entendait-on la voix paniquée d'Élise en arrière-plan. Comment aurait-il pu faire ça sans qu'on le sache? Il n'est que directeur financier, pas actionnaire majoritaire. La voix de mon père, d'habitude si assurée, vacillait. Maître Lenoir dit que tout est parfaitement légal. Les transferts, les procurations, les amendements au statut, tout porte ma signature. Tu as signé ces papiers? Comment as-tu pu être aussi négligent? La colère d'Élise perçait maintenant à travers sa panique. Je signe des centaines de documents chaque mois, tu le sais bien, a répondu mon père, défensif. Et Michel les préparait toujours, je lui faisais confiance. J'ai appuyé sur lecture à nouveau, savourant leur panique comme si c'était une justice longtemps attendue. Pendant 30 ans, j'avais maintenu l'entreprise debout, maintenant, l'entreprise les tenait. En arrivant devant notre siège historique de la Croix-Rousse, j'ai pris un moment pour admirer la façade en pierre dorée typique de Lyon. L'enseigne Soieries Dumont, depuis 1946, brillait au soleil matinal. Mon grand-père avait commencé avec un petit atelier de tissage pendant la reconstruction d'après-guerre. Mon père avait industrialisé la production. J'avais modernisé la gestion et internationalisé notre clientèle. Et Élise? Élise avait apporté son image et ses relations. La réceptionniste a écarquillé les yeux en me voyant entrer. Monsieur Michel. Votre père vous cherche partout depuis des heures. Je sais, Sylvie, ai-je répondu calmement. Pourriez-vous informer maître Benoît que je suis arrivée? Il doit m'attendre dans mon bureau. Et bien sûr, mais... Elle a hésité, mal à l'aise. Monsieur votre père a demandé à être prévenu immédiatement de votre arrivée. Nous aurons bien assez de temps pour parler lors de la réunion du conseil. Pour l'instant, j'ai besoin de quelques minutes avec mon avocat. En montant l'escalier principal plutôt que de prendre l'ascenseur, j'ai croisé plusieurs employés qui m'ont salué avec une curiosité mal dissimulée. Les nouvelles circulaient vite dans une entreprise familiale. Sans doute savaient-ils déjà qu'une tempête approchait. Devant la porte de mon bureau attendaient non seulement maître Benoît, mais aussi Christine et Jean-Marc de la comptabilité. Leur visage affichait un mélange d'anxiété et d'excitation. Le spectacle est sur le point de commencer, a murmuré Christine alors que je déverrouillais ma porte. Non, ai-je répondu en les invitant à entrer. Il a commencé il y a bien longtemps. Nous arrivons simplement au dernier acte. Sur mon bureau, soigneusement disposés, se trouvaient les originaux des documents que mon père avait signés au fil des ans. Des transferts de parts subtilement intégrés aux rapports annuels. Des procurations cachées dans des contrats de fournisseurs. Des amendements au statut dissimulés dans des renouvellements de baux.
30 ans de patience méthodique allaient enfin porter leurs fruits. À midi, j'avais confirmation. Des mois auparavant, j'avais discrètement organisé le transfert des actions majoritaires de l'entreprise à mon nom, une précaution mise en place dès que j'avais pressenti que mon rôle serait un jour effacé. Chaque signature, chaque amendement avait été exécuté avec une précision méticuleuse bien au-delà de leurs soupçons. Maître Benoît étalait les documents sur la table de conférence de mon bureau, son visage habituellement impassible trahissant une certaine satisfaction. « Tout est parfaitement légal, Michel. Ton père a signé tous ces documents de son plein gré, même s'il ne les a manifestement pas lus avec attention. Il me faisait confiance, ai-je répondu simplement. C'était à la fois sa plus grande qualité et sa plus grande faiblesse. La salle du conseil d'administration se trouvait à l'étage supérieur, dans l'ancienne bibliothèque que mon grand-père avait aménagée avec des boiseries du XVIIIe siècle récupérées d'un château du Beaujolais. Les voix qui en provenaient résonnaient jusqu'à mon bureau, mon père tentant de calmer Élise dont les éclats traversaient les murs centenaires. « C'est l'heure », a déclaré Christine en consultant sa montre. Le conseil est au complet, même les actionnaires minoritaires sont venus. La rumeur d'une crise de gouvernance s'est répandue comme une traînée de poudre. Je me suis levée, ajustant ma cravate, une soie bleu nuit tissée dans nos propres ateliers. Là, allons-y. Dans le couloir, nous avons croisé Jacqueline, la secrétaire de mon père depuis plus de 20 ans. Son regard s'est adouci en me voyant. « Michel », a-t-elle murmuré, jetant un œil nerveux vers la salle du conseil, « ton père n'est pas bien. » Je ne l'ai jamais vu aussi agité. « Ce sera bientôt terminé, Jacqueline. Ne t'inquiète pas. » En entrant dans la salle du conseil, le silence s'est fait instantanément. Autour de la longue table en acajou, 12 visages se sont tournés vers moi. Mon père, en bout de table, semblait avoir vieilli de 10 ans depuis notre dîner de la veille. Élise, à sa droite, avait les yeux rougis et la mâchoire crispée. Antoine Valois, que je reconnaissais d'après les photos des magazines économiques, occupait ostensiblement ma place habituelle. Michel, enfin, a commencé mon père, sa voix trahissant un mélange de soulagement et d'appréhension. Nous avons une situation à éclaircir. En effet, ai-je répondu calmement, m'avançant vers la table. Sans m'asseoir. Maître Benoît, voulez-vous bien expliquer la situation juridique actuelle aux membres du conseil ? Mon avocat a acquiescé et a commencé à distribuer des dossiers préparés à l'avance. Mesdames et messieurs, selon les statuts modifiés de la société Soieries Dumont, enregistrés au tribunal de commerce de Lyon et validés par signature du président-directeur général Henri Dumont, la répartition du capital est désormais la suivante. Michel Dumont, 52%, Henri Dumont, 23%, Élise Dumont, 15%, autres actionnaires, 10%. Des murmures stupéfaits ont parcouru l'assemblée. Élise a frappé la table du plat de la main. C'est une manipulation. Papa n'aurait jamais signé ça consciemment. Pourtant, c'est bien ta signature, Henri, a constaté Georges Mercier, notre plus ancien administrateur indépendant, en examinant les documents. Sur chacun de ces transferts échelonnés sur « Combien de temps, Michel ?» 5 ans, ai-je répondu. Une restructuration progressive et parfaitement transparente. Chaque transfert a été enregistré légalement, chaque document conservé. Rien n'a été fait dans l'ombre. Sauf que personne n'en était informé, a protesté Élise, se levant à moitié. Comme personne n'était informé de ma mise à l'écart programmée, ai-je répliqué doucement. Ou de l'arrivée de Monsieur Valois pour me remplacer. Mon père a levé une main tremblante. Et Michel, nous pouvons discuter de tout cela en privé. Inutile d'étaler nos différends familiaux devant le conseil. Au contraire, père. C'est précisément le lieu approprié puisqu'il s'agit d'une décision d'entreprise, pas d'un simple désaccord familial. Je me suis enfin assis, choisissant la chaise face à lui. Hier soir, tu m'as clairement fait comprendre que mon dévouement de 30 ans ne valait pas ma place dans cette entreprise. Aujourd'hui, je te démontre que ton manque d'attention aux détails ne vaut pas ta place à sa tête. Le silence qui a suivi était assourdissant. Dehors, la vie lyonnaise continuait, un accordéoniste jouait sur la place, les odeurs de cuisine des bouchons voisins flottaient par la fenêtre entr'ouverte. Dans cette pièce pourtant, le temps semblait suspendu. « Que veux-tu, Michel ?» a finalement demandé mon père, sa voix soudain vieillie et résignée.
Ce que j'ai toujours voulu, la reconnaissance de mon travail et le respect de ma contribution. J'ai sorti un second dossier de ma serviette. J'ai préparé une nouvelle structure organisationnelle. Je deviens président du conseil d'administration. Toi, père, tu gardes un titre honorifique de président fondateur, avec un bureau et un salaire, mais sans pouvoir exécutif. Élise. Ma sœur s'est raidie, son regard plein de défiance. Élise reste directrice de la communication et du marketing, domaine où ses compétences sont indéniables. Mais elle ne siégera plus au comité exécutif. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé. Je suis une Dumont autant que toi. C'est exact. Et tu garderas tes actions et tes dividendes. Mais l'entreprise n'est pas un terrain de jeu pour satisfaire tes ambitions ou celles de tes amis. J'ai jeté un regard appuyé vers Antoine Valois qui s'était assis sur sa chaise. Monsieur Valois, je vous remercie d'être venu, mais nous n'aurons finalement pas besoin de vos services. Un sourire imperceptible a fleuri sur les lèvres de Christine, tandis que les autres administrateurs échangeaient des regards gênés. Georges Mercier, après avoir examiné attentivement tous les documents, a rompu le silence. Tout me semble en ordre d'un point de vue légal. Et pour être franc, cette restructuration paraît plus logique que celle qui était apparemment prévue. Il s'est tourné vers mon père. Henri, tu as bâti une entreprise remarquable, mais peut-être est-il temps de laisser la nouvelle génération prendre la relève. Michel a prouvé sa compétence pendant des décennies. Mon père a fermé les yeux un instant, comme pour digérer la situation. Quand il les a rouverts, j'y ai vu non pas de la colère, mais une étrange lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Était-ce du respect? Tu as toujours été plus malin que moi, Michel, a-t-il dit doucement. Ton grand-père disait que tu avais l'esprit d'un joueur d'échecs, toujours plusieurs coups d'avance. J'ai appris de toi, père. Observer, planifier, attendre le moment opportun. Élise s'est levée brusquement, faisant grincer sa chaise sur le parquet ancien. C'est ridicule. Une trahison. Je ne resterai pas dans une entreprise dirigée par un comptable sans vision. Et tu es libre de vendre tes parts, ai-je répondu calmement. Je serai le premier acheteur. Elle m'a fusillé du regard avant de quitter la pièce, claquant la porte derrière elle. Les vibrations ont fait trembler les cadres aux murs photos des 3 générations Dumont devant l'usine, à différentes époques. Le reste du conseil a accepté les changements avec une résignation pragmatique. Les actionnaires minoritaires semblaient même soulagés. La capitalisation boursière avait stagné ces dernières années malgré mes avertissements répétés sur nos marges en déclin. Quand la réunion s'est achevée, seul mon père est resté dans la salle, contemplant la vue sur Lyon depuis la fenêtre. Je me suis approché silencieusement. Tu avais tout prévu, n'est-ce pas, a-t-il demandé sans se retourner. Même ma trahison. J'ai prévu plusieurs scénarios, ai-je admis. Mais j'espérais me tromper. Il s'est tourné vers moi, et j'ai été frappé par la fatigue inscrite sur son visage. Que se serait-il passé si je ne t'avais pas trahi? Si je t'avais donné la place que tu méritais? Alors ces documents seraient restés dans mon coffre, et nous aurions continué ensemble. Il a hoché la tête lentement. Ton grand-père serait fier. Il disait toujours que la véritable force d'un homme d'affaires se révèle non pas quand tout va bien, mais quand il est acculé. Il m'a tendu la main. Félicitations, président Dumont. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une étrange légèreté. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rapporté de dossier à examiner, pas de bilan à vérifier, pas de contrat à relire. À la place, j'ai ouvert une bouteille de Côte-Rôtie 1995 que je gardais pour une occasion spéciale, et j'ai dîné sur mon balcon donnant sur la Saône. Les lumières de Lyon se reflétaient dans l'eau sombre comme des constellations inversées. La cathédrale Saint-Jean se dressait, imposante et rassurante, témoin silencieux des siècles et des drames humains. Combien d'héritages avait-elle vu se construire et s'effondrer? Combien de fils avaient pris la place de leur père, pour le meilleur ou pour le pire? Le lendemain matin, j'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai choisi un costume différent de mes habituels gris et bleu marine, un costume bordeaux foncé que le tailleur m'avait convaincu d'acheter mais que je n'avais jamais osé porter. Cette couleur vous donne de la présence, monsieur Dumont, avait-il insisté. Peut-être était-il temps de l'assumer, cette présence. En arrivant au siège,
j'ai remarqué immédiatement le changement d'atmosphère. Les employés me saluaient différemment, certains avec curiosité, d'autres avec un nouveau respect, quelques-uns même avec une chaleur inattendue. Sylvie, à la réception, m'a tendu mon courrier avec un sourire complice. Les nouvelles circulent vite, ai-je commenté. Plus vite que la lumière, monsieur Michel. Ou devrais-je dire, monsieur le président? Je l'ai corrigé gentiment. Michel suffira toujours, Sylvie. Comme avant. Mais ce n'était pas comme avant, je le savais. Jamais plus les choses ne seraient comme avant. Mon père m'attendait dans mon bureau, son ancien bureau désormais. Il avait déjà commencé à vider les tiroirs, plaçant ses effets personnels dans une boîte en carton. Sa posture voûtée trahissait une nuit sans sommeil. J'ai pris la liberté de commencer le déménagement, a-t-il dit en guise de bonjour. Le bureau au fond du couloir me conviendra parfaitement. J'ai posé ma serviette sur la table. Et tu n'es pas obligé de partir aujourd'hui. Nous pouvons organiser une transition plus progressive. Il a secoué la tête. Non, Michel. Une passation de pouvoir doit être claire et nette. C'est toi qui me l'as appris, d'ailleurs. Il a pris un cadre photo sur l'étagère, lui et ma mère, jeunes, devant l'usine dans les années 70. Je peux prendre celui-ci? Bien sûr. C'est ta photo, après tout. Il a contemplé l'image un moment. Ta mère savait, tu sais. Elle me disait toujours que je te sous-estimais, que je ne voyais pas ton potentiel au-delà des chiffres. Cette révélation m'a surpris. Ma mère, décédée 5 ans plus tôt, avait toujours été une présence discrète mais forte dans notre famille. Elle ne m'en a jamais parlé. Elle te protégeait, à sa façon. Comme tu protégeais l'entreprise. Il a posé le cadre dans sa boîte et s'est dirigé vers la porte. Je serai dans mon nouveau bureau si tu as besoin de conseils. Mais je doute que tu en aies besoin. Resté seul, j'ai pris le temps d'observer cette pièce qui allait devenir mon territoire. Les meubles imposants en noyer, les tableaux aux murs impressionnistes pour la plupart, la passion de mon père. Le grand bureau empire au centre de la pièce, où tant de décisions avaient été prises. Christine est entrée après avoir frappé légèrement. L'équipe de direction est prête pour la réunion que tu as convoquée. Comment est l'ambiance? Partagée. Les plus proches d'Élise sont nerveux. Les autres attendent de voir quelle sera ta vision. Ma vision. Pendant 30 ans, j'avais exécuté celle des autres. Maintenant, j'allais définir la mienne. La salle de conférence était pleine lorsque j'y suis entrée, accompagnée de Christine. 10 visages tournés vers moi, certains anxieux, d'autres curieux, quelques-uns franchement hostiles. Élise brillait par son absence, comme je m'y attendais. Bonjour à tous, ai-je commencé, refusant de m'asseoir. Les changements de gouvernance annoncés hier soulèvent certainement beaucoup de questions. Je vais être direct, cette entreprise a besoin d'une nouvelle direction. J'ai fait le tour de la table, regardant chaque personne dans les yeux. Nos marges diminuent depuis 3 ans. Nos investissements en recherche et développement sont insuffisants. Notre dépendance au marché européen nous rend vulnérables. Tout cela, je l'ai répété en vain pendant des années. Pierre Moreau, directeur commercial et allié d'Élise, a croisé les bras défensivement. L'expansion internationale était justement le projet d'Élise. Un projet que tu as toujours critiqué comme trop risqué. J'ai critiqué l'absence de structure financière solide pour soutenir cette expansion, pas l'expansion elle-même, ai-je corrigé calmement. Et c'est précisément ce que nous allons mettre en place maintenant. J'ai déployé sur la table les plans que j'avais élaborés au fil des années, des stratégies qui avaient été systématiquement rejetées ou reportées. Une restructuration de notre chaîne d'approvisionnement. Un programme d'innovation autour des textiles connectés. Une joint venture avec un fabricant japonais pour pénétrer le marché asiatique. Chaque initiative sera évaluée sur des critères précis, avec des objectifs mesurables, ai-je expliqué. Les performances de chaque division seront analysées trimestriellement, pas annuellement. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre qu'une stratégie échoue pour la remettre en question. Je pouvais sentir la résistance de certains, habitués au style plus intuitif et moins structuré de mon père et d'Élise.
Mais je pouvais aussi percevoir l'intérêt des plus jeunes cadres, ceux qui avaient toujours été frustrés par le manque de méthode. Si certains d'entre vous ne se sentent pas à l'aise avec cette nouvelle approche, je comprendrai parfaitement votre départ. Des indemnités généreuses seront proposées. J'ai laissé ces mots flotter un instant. Pour ceux qui restent, je vous promets une chose, votre travail et vos idées seront jugés sur leur mérite, pas sur votre relation avec la famille Dumont. La réunion s'est poursuivie pendant 2 heures, chaque directeur exposant sa vision de sa division. J'ai écouté attentivement, prenant des notes, posant des questions précises non pas pour piéger, mais pour comprendre réellement leurs défis quotidiens. Quand la réunion s'est terminée, Christine est restée à mes côtés alors que les autres sortaient. Ce n'était pas si terrible, a-t-elle commenté avec un demi-sourire. Ce n'est que le début, ai-je répondu. Les habitudes sont profondément ancrées ici. Certains partiront d'eux-mêmes, d'autres devront être encouragés. Et Élise ? Elle ne renoncera pas facilement. Je m'y attends. Mais elle est intelligente. Elle comprendra vite qu'il est dans son intérêt financier que l'entreprise prospère, même si elle n'en est plus aux commandes. L'après-midi, j'ai visité nos ateliers de production dans la banlieue lyonnaise, quelque chose que mon père faisait rarement et qu'Élise n'avait jamais fait. Les ouvriers ont d'abord semblé surpris de me voir, puis flattés de mon intérêt pour leurs conditions de travail. Monsieur Dumont nous rend visite maintenant qu'il est le grand patron, a plaisanté Robert, le contremaître, un homme qui avait commencé comme apprenti sous l'égide de mon grand-père. Je viens parce que c'est ici que bat le cœur de notre entreprise, ai-je répondu sincèrement. Sans vous, nous ne serions qu'une marque sans substance. En fin de journée, de retour à mon bureau, j'ai trouvé une enveloppe posée en évidence sur mon bureau. L'écriture élégante d'Élise était reconnaissable entre mille. Michel, tu as peut-être gagné cette bataille, mais ne te crois pas invincible. J'ai mes propres ressources, mes propres alliés. Ce n'est que le premier acte. Néanmoins, je reconnais ta ruse et oserais-je dire ton talent stratégique que j'ai trop longtemps sous-estimé. Peut-être sommes-nous plus semblables que je ne voulais l'admettre. Je pars quelque temps à Paris. Réfléchir, planifier. Ne commets pas l'erreur de me rayer de l'équation. À bientôt, Élise, j'ai souri en reposant la lettre. C'était du Élise tout craché, menaçante et admirative à la fois, incapable de s'avouer complètement vaincue. Elle reviendrait, c'était certain. Mais j'étais prêt. Sur mon téléphone, j'ai reçu un message de Maître Benoît, les modifications statutaires sont officiellement enregistrées. Tu es maintenant, sans contestation possible, à la tête d'un empire de 50 millions d'euros. J'ai contemplé un instant la vue sur Lyon depuis la fenêtre de mon nouveau bureau. Les toits de la ville s'étendaient jusqu'à l'horizon, baignés par la lumière dorée du soleil couchant. Cette ville, ces ateliers, ces hommes et ces femmes qui travaillaient pour Soieries Dumont, tout cela était désormais sous ma responsabilité. Pour la première fois en 30 ans, je me sentais entier et absolument invincible. Non pas par orgueil ou soif de pouvoir, mais parce que j'étais enfin à ma place, prêt à guider cette entreprise vers un avenir que j'avais toujours entrevu, mais jamais été autorisé à façonner. C'était une nouvelle aube pour l'entreprise, pour Lyon, et surtout, pour moi.